Je m'appelle Marguerite Harel et j'ai 56 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter a bouleversé mon existence à tout jamais. L'enterrement de mon mari, Ernest, fut le jour le plus silencieux de ma vie. Là, debout près de sa tombe, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a glacé le sang. Je suis vivant. Les mains tremblantes, j'ai répondu. Ce n'est pas moi dans ce cercueil. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne peux pas le dire. Ils observent. Ne fais pas confiance à nos fils. À cet instant, mon âme s'est brisée en deux. Mon monde s'est effondré lorsque j'ai vu Charles et Henri, mes propres fils, se tenir près du cercueil avec des expressions étrangement calmes. Quelque chose ne tournait pas rond. Leurs larmes semblaient forcées, leurs étreintes froides comme la glace. Pendant 42 ans, Ernest avait Ben mon partenaire. Mon refuge, ma raison de vivre. Je l'avais rencontré quand j'avais 24 ans dans le petit village de Saint-Clair. Nous avions grandi sur les mêmes routes de campagne, partageant des rêves modestes. Je faisais des ménages pour soutenir ma mère malade, tandis qu'Ernest réparait des vélos dans le petit atelier qu'il avait hérité de son père. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Nous avions quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, un amour véritable. Je me souviens de la première fois qu'il m'a adressé la parole. C'était un mardi matin. Je marchais vers le marché, dans ma robe verte, délavée et mes chaussures usées. Il est sorti de son atelier, les mains tachées de graisse, et m'a souri avec une timidité qui m'a fait tomber amoureuse de lui instantanément. « Bonjour Marguerite », a-t-il dit d'une voix douce. « Tu as besoin que je jette un œil à ton vélo ?» Je n'avais même pas de vélo, mais j'ai inventé une excuse juste pour lui parler. Cette conversation s'est transformée en rendez-vous sous le vieux chêne de la place du village, puis en promesse d'amour éternel, et enfin en un mariage simple, rempli d'espoir. Les premières années furent difficiles. Nous vivions dans une maison de 2 pièces au toit en tôle. Quand il pleuvait, nous disposions des casseroles partout dans la maison pour attraper les fuites, mais nous étions heureux. Ernest travaillait du lever au coucher du soleil dans son atelier. Et moi, je cousais des vêtements pour les femmes du village. Quand Charles est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. C'était un beau bébé avec les grands yeux de son père et mon sourire. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Ernest était un père merveilleux. Il les emmenait pêcher à la rivière le dimanche, leur apprenait à réparer des choses de leurs mains et leur racontait des histoires avant de dormir. Je les nourrissais, les habillais et les consolais quand ils pleuraient. Nous étions une famille unie, ou du moins c'est ce que je croyais. En grandissant, les choses ont commencé à changer. Charles, l'aîné, a toujours été ambitieux. Dès son plus jeune âge, il demandait pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas une voiture neuve comme les autres familles. Henri suivait son exemple en tout, comme il l'avait toujours fait. Quand Charles a eu 18 ans, Ernest lui a proposé un travail à l'atelier, mais il l'a rejeté avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa. Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots ont profondément blessé Ernest, même s'il ne me l'a jamais dit. Je le voyais assis sous le porche le soir, fixant les étoiles avec un regard triste. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années ont passé et, à ma grande surprise, Charles a réussi à se faire un nom dans le monde des affaires. Il a décroché un emploi dans une agence immobilière à Lyon. Henri l'a suivi peu après. Ils ont tous deux commencé à gagner de l'argent, bien plus qu'Ernest et moi n'en avions jamais vu. Au début, j'étais si fière. Mes fils avaient réussi ce que nous n'avions jamais pu faire, échappant à la pauvreté et construisant une vie meilleure. Mais peu à peu, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites se faisaient plus rares et les appels plus courts. Quand ils venaient, ils arrivaient dans des voitures coûteuses, vêtus de costumes élégants, parlant d'investissement et de propriété. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Maman », m'a dit Charles lors d'une de leurs visites sporadiques. « Toi et papa devriez déménager dans un endroit mieux que ça. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison, mais cette maison contenait tous nos souvenirs. C'était là que nous avions élevé nos fils, partagé des milliers de repas, vieillis ensemble. Ce n'était pas chic, mais c'était notre foyer. Ernest, toujours sage, me disait « Marguerite, l'argent a changé nos garçons. Nous ne sommes plus assez bien pour eux. »
Je refusais d'y croire. Je continuais à justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses non tenues. Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Ernest avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant que je ne perde mon mari. Je ne savais simplement pas à quel point nous étions devenus des étrangers pour eux. Le changement le plus radical est survenu lorsque Charles a épousé Jasmine, une femme de la ville qui ne cachait jamais son dédain pour notre style de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, elle est arrivée avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans la terre de notre allée et une robe rouge élégante qui semblait coûter plus cher que tout ce que j'avais jamais possédé. « Ravie de vous rencontrer », a-t-elle dit avec un sourire forcé, me tendant à peine le bout des doigts pour me saluer. Ses yeux scannaient notre humble maison avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, mais qui me faisait me sentir toute petite. Pendant le dîner, Jasmine a peine touché à la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle déplaçait le rôti dans son assiette et coupait de minuscules morceaux de poulet, mais ne mangeait presque rien. Charles semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses dont il n'avait jamais eu honte auparavant. « La prochaine fois, on les emmènera au restaurant », a-t-il chuchoté à Jasmine, pensant que je ne pouvais pas entendre. Mais je l'ai entendu. Chaque mot a transpercé mon cœur comme un couteau. Henri, de son côté, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales, et même là, il semblait toujours pressé de partir. Il était constamment sur son téléphone, concluant des affaires, même pendant nos conversations. « Maman, je dois y aller », disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante tôt demain. Les dimanches en famille sont devenus un lointain souvenir. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures, puis partaient avec un soulagement évident. Ernest et moi avons vieilli seuls, nous réconfortant l'un l'autre. Il continuait à travailler dans son atelier, bien que ses mains n'aient plus la même force. Je continuais ma couture, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes. Nous nous débrouillions avec nos petits revenus, fiers de ne rien demander à nos fils qui avaient réussi. « Sais-tu ce qui est le plus triste, Marguerite ?» m'a dit Ernest un soir, alors que nous buvions du café sous le porche. « Ce n'est pas qu'ils aient de l'argent, c'est que l'argent leur a fait croire que nous ne sommes plus importants. » Il avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement, ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés, nous étions un rappel inconfortable d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré lorsque Charles a acheté une maison à 500 000 € dans un quartier huppé de Lyon. Henri a fait de même peu après, investissant dans un appartement de luxe. Soudain, nos fils étaient propriétaires de fortune que nous ne pouvions même pas imaginer. « Vous devriez vendre cette maison et emménager dans une résidence-service », a suggéré Jasmine lors d'une de ses rares visites. « Il y a des endroits très bien pour les gens de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. » Le mot « résidence » m'a frappé comme une gifle. Après 40 ans à bâtir notre foyer, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer en maison de retraite. « Nous n'avons pas besoin d'une maison de retraite », a répondu Ernest avec la dignité qui l'a toujours caractérisé. « Nous sommes très, très bien ici, chez nous, mais j'ai vu l'expression sur les visages de Charles et Henri. Ils soutenaient mettre l'idée de Jasmine. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Charles est arrivé un jour avec des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman », a-t-il dit avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné. « Je pensais à votre avenir. Cette maison vaut tout au plus 150 000 €. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous puissiez déménager quelque part de mieux. » Pour nous, il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies, mais Charles ne comprenait pas cela. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à une valeur monétaire. « En plus, » a-t-il continué, « je pense que papa devrait prendre sa retraite de l'atelier. Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. » Ernest l'a regardé avec une tristesse infinie. « Fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est que qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées.
Mais tu pourrais te blesser, a insisté Henri, soutenant son frère comme toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Leurs mots semblaient attentionnés, mais je sentais quelque chose de plus derrière, une impatience, une urgence que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison. Ils ont amené des agents immobiliers sans nous le dire. Ils l'ont fait estimer sans notre permission. Ils ont même commencé à parler de ce qui serait le mieux pour tout le monde. Écoutez, nous a dit Charles lors d'un dîner particulièrement inconfortable. Jasmine et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être une avance sur héritage. Une avance sur héritage? Il demandait notre héritage alors que nous étions encore en vie. L'audace de la demande m'a laissé sans voix. Ernest était resté calme, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous sommes en vie, nos décisions nous appartiennent. Ne soyez pas têtus, a coupé Henri avec une dureté que je ne lui avais jamais vue auparavant. Vous êtes vieux maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Ernest et moi sommes restés éveillés à parler jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées. Quelque chose ne va pas, Marguerite, m'a dit mon mari avec un regard inquiet que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Ce n'est pas juste de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots étaient justes. Je ne pouvais pas imaginer que mes propres fils planifiaient quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. Je ne savais pas que la tragédie qui allait arriver ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Charles a eu lieu 3 semaines avant la mort d'Ernest. Il est venu seul, sans Jasmine, et semblait plus sérieux que d'habitude. « Maman, a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine où il avait pris son petit déjeuner tant de fois étant enfant. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi prendrons toujours soin de toi. » Ces mots m'ont apaisé sur le moment, mais maintenant, en m'en souvenant près de la tombe d'Ernest, ils me font froid dans le dos. Pourquoi avait-il dit « quoi qu'il arrive » ? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Ernest était parti tôt pour l'atelier, comme il le faisait chaque jour depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine. Je préparais son déjeuner préféré, un rôti avec de la purée maison, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. « Madame Harel ?» a demandé une voix que je ne connaissais pas. « J'appelle de l'hôpital Saint-Luc. Votre mari a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont brouillés dans mon esprit comme de l'encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté. Mes jambes se sont transformées en coton et j'ai dû attraper le cadre de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Est-il vivant? Est-il en soins intensifs? Madame, s'il vous plaît, venez aussi vite que possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar flou. Ma voisine, Doris, a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Tout le long du chemin, mon esprit refusait de traiter ce qui se passait. Ernest était prudent, méticuleux dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Charles et Henri étaient déjà là. Cela m'a surprise car personne ne les avait encore prévenus. Du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. « Maman, » a dit Charles, en me serrant dans ses bras avec une force qui semblait sincère. « Papa est en mauvais état. Les médecins disent qu'une des machines à l'atelier a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. » Les yeux d'Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression sonnait faux. Il semblait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend une nouvelle importante plutôt que quelqu'un qui souffre pour son père. « On peut le voir? » j'ai demandé, désespérée. « Seulement la famille proche, un par un, et pour 5 minutes maximum, » a expliqué l'infirmière. Quand je suis entrée dans cette chambre de réanimation, mon cœur a sombré. Ernest était branché à une 12aine de machines, avec des bandages couvrant la majeure partie de son visage et de ses bras. Je le reconnaissais à peine. Sa respiration était laborieuse,
artificielle, maintenue par des machines, qui bipaient constamment. Je me suis approchée de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. « Ernest, mon amour, je suis là. Tout va bien se passer. Tu vas te rétablir comme tu le fais toujours. » Pendant un instant, j'ai senti une légère pression sur ma main. Ses yeux ont bougé derrière ses paupières closes. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir vers moi. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Je vivais pratiquement à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Charles et Henri se relayaient pour m'accompagner, mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à réconforter leur père. J'ai surpris des conversations fragmentées que je ne pouvais pas comprendre entièrement à l'époque. Henri posait des questions sur l'assurance maladie, sur le coût du traitement. Charles était au téléphone, parlant de police, d'assurance vie et de bénéficiaires. « Maman, » m'a dit Charles le 2e jour, « nous avons passé en revue les assurances de papa. Il a une assurance vie de 50 000 €. Il y a aussi une assurance accident du travail qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 de plus. » Pourquoi me parlait-il d'argent alors qu'Ernest se battait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il de l'assurance au lieu du rétablissement de son père? « Je me fiche de l'argent, » ai-je répondu sèchement. « Je veux juste que votre père aille mieux. »« Bien sûr, maman, » a-t-il dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui ne m'a pas plu. Une froideur, un calculateur à l'œuvre pendant que son père était mourant. Le 3e jour, les médecins nous ont donné la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Paulin, un homme âgé à l'expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. « Madame Harel, » a-t-il commencé doucement, « l'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous ne le pensions initialement. Nous devons être réalistes quant à ses chances. » « Qu'est-ce que ça veut dire? » ai-je demandé, bien que mon cœur connaisse déjà la réponse. « Ça veut dire que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. Nous pourrions le maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, eh bien, il est très peu probable qu'il reprenne conscience un jour. Mon monde s'est effondré autour de moi. 42 ans de mariage, une vie entière construite ensemble, et maintenant il me disait que tout partait en fumée. Nous voulons tout essayer, ai-je dit à travers mes sanglots. Peu importe le coût, peu importe le temps que ça prendra. Mais Charles a échangé un regard avec Henri qui m'a profondément troublée. « Maman, » a dit Charles, d'une voix qui essayait de paraître compréhensive. « Nous devons être pragmatiques. Papa ne voudrait pas vivre comme ça. Il a toujours dit qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour personne. » Un fardeau? J'ai explosé avec une fureur que je ne me connaissais pas. C'est votre père? Ce n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui vous a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour vous donner le meilleur possible. On sait, maman, est intervenu Henri. Mais on doit aussi penser à toi. Les factures médicales vont être énormes. Elles pourraient anéantir toutes tes économies. Encore l'argent. Toujours l'argent. Mon mari mourait et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seule dans la chambre d'hôpital, j'ai pris la main d'Ernest et je lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. « Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres ont bougé comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai appelé les infirmières, désespérée. Il réagit. Il essaie de parler, mais le temps qu'elles arrivent, Ernest était retourné à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. « Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires, madame. Ça ne veut pas dire qu'il est conscient. » Mais je savais ce que j'avais ressenti. Ernest avait essayé de communiquer avec moi. Il s'était battu pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi matin, les alarmes des machines ont retenti. Des lumières clignotaient. Des infirmières couraient vers la chambre d'Ernest. Je somnolais dans le couloir quand le bruit m'a réveillée. « Non, non, non !» ai-je hurlé en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour essayer de le réanimer, mais c'était inutile. À 4h37 du matin, Ernest a été officiellement déclaré mort.
La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique, comme si on m'avait arraché le cœur de la poitrine. Je me suis effondrée près de son lit, serrant son corps encore chaud, refusant d'accepter qu'il soit parti pour toujours. Charles et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés, comme s'ils attendaient notre appel. Ils avaient apporté des papiers, des documents et des numéros de pompes funèbres. « Nous avons déjà parlé aux pompes funèbres de Saint-Clair, » m'a dit Charles, alors que je pleurais encore de manière inconsolable. « Ils peuvent récupérer le corps ce matin. » « On a aussi contacté l'assurance, » a ajouté Henri. Et Henri. « La procédure de réclamation est déjà en cours. » Comment pouvaient-ils être si efficaces, si organisés, si froids 1 heure seulement après avoir perdu leur père? Quelque chose n'allait pas, mais mon chagrin était si intense que je ne pouvais pas penser clairement. Les funérailles ont été prévues pour le lundi suivant. Charles s'est occupé de tous les arrangements sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, le service le plus court, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que papa aurait voulu, a-t-il dit quand je me suis plainte de ne pas être incluse dans les décisions. Quelque chose de simple, sans chichi. Mais Ernest méritait mieux que cette hâte indécente à l'enterrer et à l'oublier. Le jour des funérailles sérieuses est arrivé, nuageux et froid, comme si le ciel lui-même pleurait pour Ernest. J'ai porté ma seule robe noire, la même que j'avais portée pour l'enterrement de ma mère des années auparavant. Mes mains tremblaient, tellement que Doris a dû m'aider à boutonner les petits boutons dans le dos. « Sois forte, Marguerite », a chuchoté ma chère amie en me peignant soigneusement les cheveux. « Ernest voudrait te voir forte. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne peuvent pas être enterrés si facilement. Chaque objet dans la maison me rappelait lui. Sa tasse de café sur la table, ses outils sous le porche, son oreiller qui gardait encore son odeur. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surprise par le peu de monde présent. Je m'attendais à voir plus de collègues d'Ernest de l'atelier, plus de voisins, plus de connaissances, mais il n'y avait que Charles, Henri, Jasmine, Doris, moi et le prêtre. Pour un homme qui avait vécu 70 ans dans le même village, qui avait aidé tant de gens, l'enterrement semblait étrangement vide. « Où sont les gars de l'atelier » ai-je demandé à Charles. « On ne voulait déranger personne » a-t-il répondu rapidement. Papa était une personne réservée. Il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Ernest aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Charles avait-il décidé de rendre tout ça si secret, si précipité? Pendant le service, j'ai observé mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Charles avait une expression solennelle appropriée pour l'occasion, mais ses yeux se tournaient constamment vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Jasmine vérifiait discrètement son téléphone derrière son voile noir. C'est ainsi qu'ils disaient au revoir à leur père, avec impatience et distraction. Le prêtre a parlé de la vie éternelle, du repos bien mérité, des retrouvailles avec Dieu. Ces mots sonnaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Ernest repose en paix. Je voulais qu'il rentre à la maison avec moi, qu'on continue à vieillir ensemble, qu'on continue à boire du café sous le porche tous les soirs. Quand est venu le moment de jeter de la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me porter. Doris a dû me soutenir alors que je sanglotais de manière incontrôlable. Le bruit de la terre frappant le bois était final, conclusif, sans espoir. C'est à ce moment précis, debout près de la tombe de mon mari, que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si j'hallucinais. Je perdais la tête à cause du chagrin. Les mains tremblantes, j'ai répondu. « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée immédiatement. Je ne peux pas le dire. Ils observent. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone m'a glissé des mains comme s'il était brûlant. Doris s'est penchée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté brusquement. Je ne pouvais laisser personne d'autre voir ces messages. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait. « Ça va, maman » a demandé Charles en s'approchant avec une expression inquiète. Je l'ai fixé, essayant de trouver un indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères, mais maintenant chaque geste, chaque mot, chaque expression me paraissait suspect. « Je vais bien »
ai-je menti en mettant le téléphone dans mon sac. J'ai juste besoin de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas me sortir ces messages de la tête. Était-il possible que quelqu'un me fasse une blague cruelle au pire moment de ma vie? Ou y avait-il vraiment une possibilité qu'Ernest soit vivant? Mais s'il était vivant, qui avions-nous enterré? Et s'il n'était pas vivant, qui connaissait assez de détails sur nos vies pour écrire quelque chose d'aussi spécifique sur nos fils? Cette nuit-là, seule dans ma maison qui ressemblait désormais à un tombeau, j'ai passé en revue chaque détail des derniers jours. L'accident d'Ernest avait été étrange dès le début. Selon Charles, une machine avait explosé dans l'atelier. Mais Ernest connaissait chaque vis et chaque fil de cet endroit. Il était méticuleux sur l'entretien, obsessionnel sur la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés à l'hôpital si vite si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment avait-il su pour l'accident avant moi? Et puis, il y avait l'argent. Dès le premier jour, Charles et Henri avaient parlé de police d'assurance et de bénéficiaires comme s'ils attendaient ce moment, s'y préparaient. J'ai décidé de vérifier les papiers d'Ernest. Dans son vieux bureau en bois, il gardait tous ses documents importants dans une boîte en métal. Police d'assurance, l'acte de la maison, documents de l'atelier, tout était là. J'ai trouvé l'assurance vie de 50 000 € dont Charles avait parlé. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour à peine 6 mois plus tôt, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 €. Pourquoi Ernest avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'avait jamais mentionné ce changement et, plus important encore, qui lui avait suggéré de le faire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Une assurance accident du travail dont je ne savais rien, souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 € en cas de décès accidentel au travail. 125 000 € au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune assez tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte en banque. Regarde qui a déplacé de l'argent. Cette fois, je n'ai pas hésité. Cette personne, qui que ce soit, en savait trop pour être un plaisantin. Elle savait pour l'assurance. Elle savait pour mes fils. Elle connaissait des détails que seul quelqu'un de très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je suis allée à la banque où Ernest et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Thomas, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'a accueillie avec des condoléances sincères. « Marguerite, je suis tellement désolée pour Ernest. » C'était un homme bon. « Merci, Madame Thomas. Je suis venue vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. » Elle m'a montré les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé. Au cours des 3 derniers mois, d'importants retraits avaient été effectués sur notre compte d'épargne. 1 000 € en janvier, 3 000 en février, 4 000 en mars. De l'argent dont j'ignorais qu'il avait été déplacé. « Qui a autorisé ces retraits ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Votre mari est venu en personne, » a expliqué Madame Thomas, « et il a dit qu'il avait besoin de l'argent pour des réparations à l'atelier. Mais je tenais les comptes de la maison. Je savais exactement combien d'argent nous avions et ce que nous dépensions. Ernest n'avait jamais mentionné de réparations coûteuses à l'atelier et nous n'avions certainement jamais parlé de retirer des milliers d'euros de nos économies. « Avez-vous les signatures pour ces retraits ?» ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Ernest, mais quelque chose dans l'écriture semblait faux. C'était trop tremblant, trop incertain pour son écriture habituellement ferme et claire. « Madame Thomas ?» ai-je demandé, le cœur battant. « Est-il venu seul faire ses retraits ou quelqu'un était-il avec lui? » Elle a réfléchi un instant. « Maintenant que vous le dites, je crois qu'il est venu avec l'un de vos fils 1 ou 2 fois. » Charles. Je crois qu'il a dit qu'il aidait son père avec la paperasse parce qu'Ernest avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Charles. Mon fils avait été impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, utilisant les yeux fatigués de son père comme excuse. Mais Ernest voyait parfaitement bien avec ses lunettes, qu'il n'enlevait jamais pendant la journée. Cet après-midi-là, alors que je regardais encore et encore les reçus bancaires, j'ai reçu un autre message. L'assurance était leur idée.
Ils ont convaincu Ernest qu'il avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les polices d'assurance mystérieusement augmentées, les retraites d'argent non autorisées, la présence de Charles dans des transactions dont je ne savais rien, son efficacité suspecte dans l'organisation des funérailles, sa froideur pendant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était de savoir s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Ernest, comment ils l'avaient fait et qui m'envoyait ces messages. Comment cette personne en savait-elle autant sur ce qui s'était passé? Les jours suivants sont devenus un cauchemar de doutes et de soupçons. Chaque sourire de Charles, chaque étreinte d'Henri, chaque mot de condoléance ressemblait à un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant de pouvoir accepter une vérité aussi horrible que celle qui prenait forme dans mon esprit. Mon téléphone continuait de recevoir des messages du numéro mystérieux. « Va à l'atelier d'Ernest. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. » J'ai décidé d'aller à l'atelier pour la première fois depuis l'accident. Charles avait dit qu'une machine avait explosé, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. L'atelier était étrangement propre, trop propre pour avoir été la scène d'une explosion. Il n'y avait pas de marque de brûlure sur les murs, pas de débris, aucun signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer. « Où est la machine qui a explosé ?» ai-je demandé à haute voix. J'ai regardé partout dans l'atelier et j'ai trouvé chaque machine à sa place. Fonctionnant parfaitement. Le poste à souder, le compresseur, la scie électrique, tout était intact. Quelle avait donc été la cause de l'accident? Dans le bureau d'Ernest, j'ai trouvé quelque chose qui m'a donné des frissons. Une note écrite de sa main datée de 3 jours avant sa mort. Charles insiste pour que je prenne plus d'assurance. Il dit que c'est pour Marguerite, mais quelque chose ne va pas. Je ne fais pas confiance à ses intentions. Sous cette note, il y en avait une autre. Henri m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'était pour moderniser l'atelier, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette hâte? Mon mari avait eu des soupçons. Il avait pressenti les mauvaises intentions de nos fils, mais il était mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre d'Ernest. « Ma très chère Marguerite, si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Charles et Henri. Ils s'intéressent trop à notre argent, à l'assurance, à nous faire vendre la maison. Jasmine leur met beaucoup de pression. Hier, Charles m'a dit que je devrais me soucier davantage de ma sécurité parce qu'à mon âge, n'importe quel accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots sonnaient comme une menace. Je t'aime, Marguerite. S'il m'arrive quelque chose, ne fais confiance à personne aveuglément, pas même à nos fils. La lettre m'est tombée des mains. Ernest avait senti sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignorés. Ce soir-là, Charles est venu me voir. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire qui semblait maintenant complètement faux. « Maman, je pensais à ton avenir, » a-t-il dit en se servant un verre sans demander si j'en voulais un. « L'argent de l'assurance. »« c'est déjà en cours. Ce sera 125 000 €. Comment connais-tu le montant exact? » ai-je demandé, feignant l'innocence. « Eh bien, j'ai aidé papa avec les papiers de l'assurance. Il voulait s'assurer que tu aies assez d'argent pour vivre confortablement. » Un mensonge. Ernest n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. Selon sa propre note, il avait subi des pressions de Charles. « Et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec cet argent? » ai-je demandé, observant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'une lueur qui m'a donné froid dans le dos. « Tu pourrais acheter une maison plus petite et plus confortable, ou encore mieux, emménager dans une belle résidence-service où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Henri et moi pourrions gérer ton argent pour le faire fructifier. » Gérer mon argent. On veut juste prendre soin de toi, maman. À ton âge, c'est facile de se faire arnaquer ou de prendre de mauvaises décisions financières. On s'y connaît en investissement, en affaires. On pourrait tripler cette somme en quelques années. Tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur propre poche. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur. Mais pas trop longtemps, pour ton propre bien.
Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine, tremblant de rage et de peur. Mes propres fils, ma chair et mon sang n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais maintenant ils prévoyaient de voler tout ce qu'il me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. « Demain, va au commissariat. Demande le rapport sur l'accident d'Ernest. Il y a des contradictions que tu dois connaître. » Le lendemain, je suis allée au commissariat local. Le sergent O'Connell, utilisant un nom français, le capitaine Martin, qui connaissait Ernest depuis des années, m'a accueilli gentiment. « Le rapport sur l'accident de votre mari ?» a-t-il demandé avec une expression confuse. « Quel accident, Madame Harrell ?»« À son atelier, quand la machine a explosé. » Le capitaine a vérifié ses dossiers et a secoué la tête. « Nous n'avons aucun rapport d'explosion à l'atelier d'Ernest ici. » En fait, nous n'avons aucun rapport d'accident du travail impliquant votre mari. J'ai senti le monde vaciller sous mes pieds. Mais mon fils a dit que c'était un accident à l'atelier. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital. Madame Harrell, votre mari est arrivé à l'hôpital mardi matin, mais pas à cause d'un accident du travail. Selon le rapport médical que j'ai ici, il est arrivé inconscient avec des symptômes d'empoisonnement. Empoisonnement? Les médecins ont trouvé des traces de méthanol dans son sang, une quantité suffisante pour causer la cécité, des lésions cérébrales et finalement la mort. L'hôpital aurait dû vous informer de cet empoisonnement. Ce n'était pas une explosion, ce n'était pas un accident du travail. Quelqu'un avait délibérément empoisonné mon mari. « Pourquoi personne ne me l'a dit ?» ai-je demandé, la voix brisée. La famille proche qui a signé les papiers de l'hôpital a demandé que l'information reste confidentielle pour éviter les spéculations inutiles. Ils ont dit que vous étiez trop fragile émotionnellement pour gérer les détails techniques. La famille proche, Charles et Henri, avaient caché la véritable cause de l'état d'Ernest, inventé l'histoire de l'explosion et manipulé tout le monde, y compris moi, pour couvrir un meurtre. « Madame Harrell, » a continué le capitaine, si vous avez des soupçons sur les circonstances de la mort de votre mari, nous pourrions ouvrir une enquête formelle. J'avais plus que des soupçons. J'étais certaine que mes propres fils avaient assassiné leur père pour de l'argent. Cet après-midi-là, Henri est rentré à la maison avec un bouquet de fleurs et le même sourire faux que Charles. « Comment vas-tu, maman? Tu as l'air fatiguée. »« Je vais bien, » ai-je menti, observant chacun de ses gestes sous un nouveau jour. « Je pense juste à l'avenir. »« C'est bien. Charles et moi en avons parlé. Nous pensons que tu devrais vendre la maison bientôt tant qu'elle est fraîche sur le marché immobilier. Pourquoi cette précipitation? Eh bien, les vieilles maisons perdent vite de la valeur et tu as besoin de liquidité. Les frais d'obsèques, les factures médicales en attente. Encore des mensonges. Les funérailles avaient été bon marché, presque insultantes, et il n'y avait pas de facture médicale en attente, car l'assurance de l'hôpital les avait couvertes. « Henri, » ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, « tu savais que ton père n'était pas mort d'un accident du travail. » Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique dans son expression, mais il s'est vite repris. « De quoi tu parles, maman? » Je suis allée au commissariat. Il n'y a aucun rapport d'explosion à l'atelier de ton père. Cette fois, la panique était plus évidente. « Maman, tu ne devrais pas faire des choses comme ça. Ils vont t'embrouiller. Le chagrin t'atteint. » Le chagrin matin où tu m'as menti. Il s'est levé brusquement, renversant le café que je lui avais versé. « Je pense que tu as besoin de te reposer. On parlera quand tu seras plus calme. » Il est parti rapidement, mais pas avant d'avoir passé un coup de fil depuis le perron, bien que je n'ai pas pu entendre les mots. Le ton était urgent, inquiet. Cette nuit-là, j'ai reçu le message le plus révélateur jusqu'ici. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle, que le chagrin te fait imaginer des choses. Ne les crois pas et ne prends rien de ce qu'ils t'offrent à manger ou à boire. La prédiction du message mystérieux s'est réalisée exactement comme annoncé. Le lendemain, Charles et Henri sont arrivés ensemble chez moi, accompagnés de Jasmine. Ils affichaient des expressions d'inquiétude exagérées et tenaient un sac de viennoiserie de la boulangerie du centre-ville. « Maman, on s'inquiète tellement pour toi, » a commencé Charles d'une voix mielleuse. « Les voisins nous ont dit que tu agissais bizarrement. Doris dit que tu parles toute seule, que tu ne manges pas bien. » Doris n'avait jamais dit ça. C'était juste un autre mensonge dans leur collection grandissante. « Jasmine a apporté tes viennoiseries préférées, » a ajouté Henri en montrant le sac. « Et on a fait du café spécial de cette marque que tu aimes tant. »
Je me suis souvenu des mots du message. Ne prends rien de ce qu'il t'offre tant qu'à manger ou à boire. Il était possible qu'il prévoie de m'empoisonner moi aussi, tout comme il l'avait fait avec Ernest. Merci, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner, ai-je dit en gardant mes distances. Mais maman, a insisté Jasmine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu dois manger correctement. Tu as perdu beaucoup de poids depuis que papa Ernest est mort. Je vais bien, ai-je répété fermement. Charles a échangé un regard significatif avec Henri. C'était le même regard qu'ils avaient partagé à l'hôpital quand le médecin nous avait donné le pronostic d'Ernest. « Maman, a dit Charles en s'asseyant plus près de moi, on veut te parler de quelque chose d'important. Henri et moi avons consulté des médecins au sujet de ton comportement récent. » Mon comportement? Oui. Les questions étranges que tu poses, les visites au commissariat, cette obsession pour des détails insignifiants sur papa. C'est normal après une si grande perte, mais ça peut être dangereux si ce n'est pas traité. Henri a hoché la tête gravement. On a parlé au docteur Paulin. Il dit qu'il est courant pour les personnes âgées de développer de la paranoïa après avoir perdu leur partenaire, surtout les femmes de ton âge. Paranoïa. Il m'accusait d'être folle pour avoir découvert leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque, ai-je dit avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. Je pose juste des questions que j'aurais dû poser dès le début. Quelles questions? M'a défié Charles. Comme pourquoi il n'y a pas de rapport de police pour le soi-disant accident de votre père. Comme pourquoi l'atelier est parfaitement propre s'il y a eu une explosion. Comme pourquoi vous avez retiré 5 000 € de notre compte sans rien me dire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les trois ont échangé des regards de panique mal dissimulés. « Maman, a finalement dit Henri, ces choses sont des explications simples. Papa Masquet a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret comme surprise pour toi. Quelle surprise? Il voulait rénover la maison. Charles a menti. Il avait engagé des ouvriers pour réparer le toit et peindre les murs. Il voulait que ce soit une surprise pour ton anniversaire. Si c'était vrai, où étaient les ouvriers? Où étaient les matériaux? Pourquoi personne en ville n'était au courant de cette soi-disant rénovation? Et pour le rapport de police, a continué Charles, tous les accidents du travail ne nécessitent pas un rapport, surtout quand ils arrivent sur une propriété privée. Encore des mensonges. Le capitaine Martin avait été très clair. Tout accident du travail avec des blessures graves nécessite un rapport officiel. Maman, Jasmine est intervenue d'une voix douce mais condescendante. On veut juste prendre soin de toi. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il vaudrait mieux que tu déménages dans un endroit avec une attention médicale spécialisée. Une maison de soins spécialisée, a corrigé Charles, pour les gens qui traversent un deuil compliqué. Ils ont des psychologues, des infirmières, des activités pour t'occuper. Et en attendant, a ajouté Henri, on peut s'occuper de vendre la maison, gérer l'argent de l'assurance, toutes ces choses compliquées que tu ne devrais pas avoir à gérer dans ton état actuel. C'était là, le plan complet. Me faire déclarer mentalement incompétente, me placer dans un foyer et prendre le contrôle de tout mon argent. D'abord, ils avaient assassiné Ernest pour l'argent de l'assurance, et maintenant ils voulaient me voler moi aussi. Et si je refuse, je leur ai demandé. « Pourquoi refuserais-tu » a demandé Charles avec un sourire qui m'a glacé le sang. « On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Parce que c'est ma maison. C'est là que j'ai construit ma vie avec Ernest. C'est là que je vous ai élevé. Maman, a dit Henri avec un soupir exagéré, tu ne peux pas vivre dans le passé pour toujours. Papa est parti. Tu dois l'accepter et avancer. Je l'ai accepté, mais ça ne veut pas dire que je vais donner ma vie et mon argent. Le masque d'inquiétude a commencé à se fissurer sur les visages de mes fils. Charles s'est levé brusquement. Très bien. Si tu ne veux pas entendre raison, on va devoir prendre des mesures plus drastiques. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut lancer une procédure légale pour te faire déclarer mentalement incompétente. On a des témoins de ton comportement erratique. On a des témoignages de médecins qui confirment que tu souffres de paranoïa sénile. Des médecins? Quels médecins? Je n'avais parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Paulin a déjà signé un rapport préliminaire, a ajouté Henri. Il dit que basé sur nos descriptions de ton comportement, il est probable que tu aies besoin de soins spécialisés.
un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental basé uniquement sur ce que mes fils lui avaient dit. Combien cela leur avait-il coûté pour acheter cette fausse évaluation? Donc, tu peux coopérer volontairement, a continué Charles. Ou on peut le faire légalement, mais dans les deux cas, tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. C'était une menace directe. Si je ne donnais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient le système judiciaire pour me le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur, mais pas trop longtemps, pour ton propre bien. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine, tremblant de rage et de peur. Mes propres fils, la chair de ma chair, n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais maintenant ils prévoyaient de voler tout ce qu'il me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Marguerite, c'est Stéphane Caron, détective privé. Ernest m'a engagé 3 semaines avant sa mort parce qu'il soupçonnait Charles et Henri. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé à son café du petit déjeuner. J'ai des preuves audio de leur conversation planifiant tout. Demain à 15 heures, va au café de la place. Assieds-toi à la table du fond. J'y serai. Enfin, je saurai qui m'envoyait ces messages. Et plus important encore, j'aurai la preuve dont j'avais besoin pour obtenir justice pour la mort de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Charles et Henri avaient montré leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermée dans un foyer pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Ernest. La guerre avait commencé, et même si j'étais une femme de 66 ans contre 2 hommes impitoyables, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité finit toujours par éclater tôt ou tard. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Ernest, j'ai souri parce que je savais que mon mari n'était pas mort en vain. Sa prudence, son instinct, sa décision d'engager un détective privé allaient me permettre d'obtenir justice. Charles et Henri avaient sérieusement sous-estimé leur mère. Ils étaient sur le point de découvrir qu'une femme qui se bat pour la mémoire de son mari assassiné est une force plus puissante que toute leur avidité réunie. Le lendemain est arrivé, rempli de nervosité et d'anticipation. Je me suis habillée avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse, celle que je portais pour les occasions importantes. Si j'allais rencontrer l'homme qui pouvait me donner les réponses dont j'avais besoin, je voulais être prête à toute révélation. À 14h30, j'ai marché vers le café de la place d'un pas déterminé mais prudent. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. La paranoïa dont ils m'avaient accusée commençait à sembler justifiée. Le café était modérément plein. Je suis allée directement à la table du fond comme on me l'avait indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu, mes mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. À 15 heures pile, un homme dans la cinquantaine s'est approché de ma table. Il était grand, les cheveux grisonnants, avec des yeux intelligents et une expression sérieuse mais bienveillante. Il portait un dossier marron sous le bras. « Madame Harel ?» a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, ne faisant pas encore confiance à ma voix. « Je suis Stéphane Caron. Je suis tellement désolée pour votre perte. Ernest était un homme bon. » Il s'est assis en face de moi et a posé le dossier sur la table. « Avant de vous montrer ce que j'ai, vous devez savoir que ce que vous allez entendre et voir va être très douloureux. Êtes-vous prête? Je me prépare depuis que j'ai reçu votre premier message, ai-je répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Stéphane a ouvert le dossier et a sorti un petit enregistreur vocal. Ernest est venu me voir il y a 1 mois. Tant il s'inquiétait du comportement de ses fils. Il m'a engagé pour enquêter discrètement sur eux. Il a appuyé sur le bouton lecture. La voix d'Ernest, si familière et chère, a rempli le petit espace entre nous. Stéphane, je veux que tu saches que s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. Charles et Henri me mettent de la pression pour augmenter mon assurance vie. Hier, Charles m'a apporté des papiers qu'il disait être pour mieux protéger Marguerite. Mais quand je les ai lus, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des clauses qui leur profitaient directement. Mon cœur s'est emballé. Entendre la voix d'Ernest, c'était comme l'avoir de retour pour quelques minutes, mais ces mots confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement a continué. Henri pose des questions étranges sur ma routine quotidienne. Ce que je mange au petit déjeuner, à quelle heure je quitte la maison, si Marguerite vient à l'atelier avec moi.
Il dit que c'est par souci, mais quelque chose dans sa façon de demander m'inquiète. Stéphane a mis l'enregistrement en pause. Cette conversation a eu lieu 3 semaines avant sa mort, mais j'ai quelque chose de plus récent. Il a joué un autre enregistrement, cette fois avec la voix de Charles en fond parlant au téléphone. Non, on ne peut pas attendre plus longtemps. Le vieux commence à avoir des soupçons. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais tant à son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement parce que les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou un AVC. Non, maman ne sera pas un problème. Après la mort de papa, elle sera tellement dévastée qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était la voix de mon fils, mon propre fils, planifiant froidement le meurtre de son père. Il y a plus, a dit Stéphane doucement. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Ernest. Un nouvel enregistrement a commencé. Cette fois, c'était Henri parlant à quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Charles va mettre le méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un supplément vitaminé spécial recommandé par un médecin. L'idiot va le boire sans rien soupçonner. Les symptômes. Ça commencera par des vertiges et de la confusion, puis perte de la vue, convulsions, coma. Les médecins penseront que c'est un AVC ou une crise cardiaque. Le temps qu'ils réalisent que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est complètement effondré. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Ernest, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur qui me terrifiait. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités, les garçons que j'avais consolés de leurs cauchemars, soient incapables de quelque chose d'aussi monstrueux? Comment avez-vous eu ces enregistrements? Ai-je demandé à travers mes sanglots. Ernest m'avait demandé de placer des dispositifs d'écoute dans votre maison, a expliqué Stéphane. Il avait peur, mais il ne savait pas exactement de quoi. On les a placés sur le téléphone fixe et à quelques autres endroits stratégiques. Il a sorti une série de photos du dossier. J'ai aussi ça. Charles achetant du méthanol dans une quincaillerie à 30 km de la ville. Il a payé en espèces et a utilisé un faux nom, mais je l'ai en vidéo. Les photos montraient clairement Charles sortant d'un magasin de bricolage avec une petite bouteille dans les mains. La date sur les photos était 5 jours avant la mort d'Ernest. Et ça, a continué Stéphane en me montrant plus de documents. Ce sont les dossiers financiers de Charles et Henri des 6 derniers mois. Ils dépensent beaucoup plus d'argent que leurs revenus ne le justifient. Charles doit 70 000 euros à un prêteur en ville. Henri a des dettes de jeu de 40 000. Ils étaient désespérés. Tout commençait à prendre sens. Ce n'était pas juste l'avidité qui avait motivé le meurtre d'Ernest. C'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source d'argent facile et rapide. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police immédiatement après la mort d'Ernest? Lui ai-je demandé. Parce que Charles et Henri sont très malins. Ils ont soudoyé le médecin qui s'est occupé d'Ernest à l'hôpital pour changer le diagnostic officiel. Au lieu d'empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident du travail. Mais, sensé que cette preuve médicale, mes enregistrements n'auraient peut-être pas suffi pour une condamnation. Mais maintenant que nous avons toutes les preuves réunies, ai-je dit, ressentant un mélange de douleur et de détermination. Non exactement. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Quoi? Vos fils prévoyaient de vous tuer aussi. Stéphane a joué un dernier enregistrement, cette fois avec les voix de Charles et Henri ensemble. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, on doit se débarrasser de maman aussi, a dit Charles. On ne peut pas risquer qu'elle ait des soupçons ou que quelqu'un d'autre lui mette des idées en tête. Comment? A demandé Henri. Pareil qu'avec papa, mais cette fois, on peut faire passer ça pour un suicide par dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari. Personne ne posera de questions. Et l'argent. Nous sommes ses seuls héritiers. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance, presque 200 000 euros au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais de manière incontrôlable. Mes fils n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Tout ça pour de l'argent. Madame Harel, a dit Stéphane doucement, je sais que c'est dévastateur, mais nous avons assez de preuves pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. D'abord, nous devons aller à la police avec toutes ces preuves. Le capitaine Martin est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption.
Deuxièmement, nous devons agir vite. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incompétente demain. S'ils réussissent, ce sera beaucoup plus difficile de procéder légalement demain. Oui, j'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Ils rencontrent le juge Rousseau à 10h du matin pour lancer la procédure de mise sous tutelle. Je me suis levée de table avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors nous devons agir ce soir. Exactement, a confirmé Stéphane. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Il a pris une dernière photo du dossier. Dessus, Ernest sortait d'une clinique médicale que je ne reconnaissais pas. 3 jours avant sa mort, votre mari est allé faire un bilan de santé complet dans une clinique en ville. Les résultats montrent qu'il était en parfaite santé. Il n'y avait aucun signe de maladie cardiaque. Sa tension artérielle était normale. Tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort a été causée par empoisonnement, pas par des problèmes de santé naturels. C'était la dernière pièce du puzzle dont nous avions besoin. Ernest avait été un homme en bonne santé, assassiné par ses propres fils. Stéphane, ai-je dit en lui prenant la main, merci d'avoir tenu votre promesse envers mon mari. Maintenant, obtenons justice. Cette même nuit, Stéphane et moi sommes allés directement au commissariat. Le capitaine Martin travaillait de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait pour nous. Quand nous sommes arrivés, il était 20h et le poste était relativement calme. Capitaine Martin, ai-je dit d'une voix ferme, je dois déposer une plainte officielle pour le meurtre de mon mari, Ernest. Le capitaine m'a regardé avec surprise. Meurtre, Madame Harel? Le certificat de décès dit qu'il est mort de complications cardiaques après un accident du travail. Le certificat de décès est faux, ai-je répondu en posant le dossier de Stéphane sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Pendant les 2 heures suivantes, Stéphane et moi avons présenté toutes les preuves, les enregistrements audio, les photos de Charles achetant du méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Ernest prouvant sa parfaite santé, et enfin, les conversations enregistrées où mes fils confessaient à la fois le meurtre de leur père et leur plan pour me tuer. Le capitaine Martin a écouté chaque enregistrement avec une expression de plus en plus grave. Quand nous avons fini, il s'est adossé à sa chaise et a secoué la tête avec incrédulité. « C'est monstrueux, a-t-il murmuré. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Madame Harel? Une fois que nous arrêtons vos fils, il n'y a pas de retour en arrière. » Capitaine, ai-je répondu avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Ce ne sont plus mes fils. Ce sont des criminels qui doivent être payés pour leurs crimes. Nous aurons besoin du médecin légiste pour exhumer le corps d'Ernest afin de confirmer la présence de méthanol, a expliqué le capitaine. Êtes-vous prête à cela? Faites tout ce qui est nécessaire, ai-je répondu sans hésitation. Le capitaine Martin a immédiatement appelé le procureur de la République. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire a amené le procureur à venir personnellement au commissariat. Après avoir examiné toutes les preuves, il a immédiatement autorisé des mandats d'arrêt contre Charles et Henri. Nous procéderons à l'aube, nous a expliqué le procureur. Nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant qu'ils ne puissent en détruire d'autres. Stéphane m'a raccompagné chez moi ce soir-là. Êtes-vous sûr que ça ira toute seule? A-t-il demandé avec inquiétude. Ça ira? Ai-je répondu. Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. J'ai la justice de mon côté. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine à regarder les photos d'Ernest que nous avions au mur. Pour la première fois depuis sa mort, je ne ressentais pas seulement de la douleur. Je ressentais un étrange mélange de tristesse et de satisfaction, sachant que la justice pour son meurtre arrivait bientôt. À 6h du matin, mon téléphone a sonné. C'était Charles. « Maman, tu dois venir chez Henri tout de suite. » Il est arrivé quelque chose de terrible. « Qu'est-ce qu'il y a? » ai-je demandé, feignant l'inquiétude. « C'est mieux si je t'explique en personne. »« S'il te plaît, viens vite. » Je savais que c'était un piège. Après avoir entendu les enregistrements, la veille au soir, je savais qu'ils prévoyaient d'avancer leur plan pour se débarrasser de moi. Mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive. J'ai menti. Au lieu d'aller chez Henri, je suis restée dans ma cuisine à attendre.
À 7h30 du matin, j'ai vu de ma fenêtre plusieurs voitures de police se diriger vers les maisons de mes fils dans différentes directions. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises pendant l'heure suivante. D'abord Charles, puis Henri, tous deux avec des voix de plus en plus désespérées demandant où j'étais, mais je n'ai répondu à aucun appel. À 9h du matin, le capitaine Martin a frappé à ma porte. « Madame Harel, nous avons arrêté Charles et Henri. Ils sont en garde à vue, accusés d'assassinat et de complot pour commettre un meurtre. » J'ai senti mes jambes trembler, mais cette fois ce n'était pas de peur, c'était de soulagement. « Ben, comment ont-ils réagi ?» ai-je demandé. Charles Epis a tout nié au début, mais quand nous lui avons fait écouter les enregistrements, il s'est effondré. Henri a essayé de s'échapper par la fenêtre arrière de sa maison. Nous avons dû le poursuivre sur 6 pâtés de maison. Cet après-midi-là, Jasmine est venue me voir. Elle est arrivée en sanglotant, suppliant, complètement différente de la femme froide et calculatrice que j'avais connue. « Madame Harel, s'il vous plaît, vous devez retirer les charges contre Charles. Il n'est pas mauvais. Il était juste désespéré à cause de ses dettes. C'est de ma faute aussi. » Je lui ai mis beaucoup de pression pour trouver de l'argent. Je l'ai regardé sans une trace de compassion. « Jasmine, ton mari a empoisonné mon mari. Il prévoyait de m'assassiner aussi. Il n'y a aucune explication ou justification à cela. »« Mais nous sommes une famille, » a-t-elle crié en désespoir de cause. « Pensez à ce que ça va faire à la famille. » « La famille était morte le jour où vous avez décidé de tuer Ernest pour de l'argent, » ai-je répondu froidement. « Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi. » 3 jours plus tard, l'exhumation du corps d'Ernest a été effectuée. Les résultats de laboratoire ont confirmé exactement ce que Stéphane avait découvert. Des niveaux mortels de méthanol dans son système, suffisants pour causer tous les symptômes qu'il avait ressentis avant sa mort. L'affaire est devenue une sensation dans toute la région. Personne ne pouvait croire que 2 fils avaient assassiné leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux ont appelé ça le crime le plus cruel de la décennie. Au cours des semaines suivantes, plus de détails sont apparus lors de l'enquête. Charles devait réellement 70 000 € à des prêteurs illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Henri avait perdu 40 000 € dans des tripots clandestins et faisait également face à des menaces. Ils avaient vu l'argent de l'assurance vie d'Ernest comme leur seul salut, mais leur avidité les avait conduits à augmenter les polices de manière si dramatique que cela avait éveillé les soupçons de leur propre père. Nous avons également découvert que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu 5 000 € en espèces de Charles. Il a également été arrêté pour entrave à la justice et falsification de documents officiels. Stéphane a expliqué tous les détails du plan qu'Ernest avait fait avec lui. Votre mari était plus intelligent que ses fils ne le croyaient. Il savait que quelque chose de mauvais arrivait, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'a engagé non seulement pour enquêter sur Charles et Henri, mais aussi pour vous protéger s'il lui arrivait quelque chose. Savait-il qu'ils allaient le tuer? Ai-je demandé. Pas exactement, a dit Stéphane. Mais il soupçonnait que sa vie était en danger. C'est pourquoi nous avons installé les dispositifs d'enregistrement. C'est pourquoi nous avons tout documenté. Il voulait s'assurer que s'il lui arrivait quelque chose, la vérité éclaterait au grand jour. Mon Ernest, même dans ces derniers jours, me protégeait. Il avait anticipé la trahison de nos fils et avait pris des mesures pour s'assurer que la justice prévaudrait. Le procès a été programmé pour commencer dans 2 mois. Charles et Henri faisaient face à des accusations d'assassinat, meurtre avec préméditation, passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Le jour du procès est arrivé après 2 mois de préparation juridique intense. La salle d'audience était comble. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce qui était déjà connu comme l'affaire des fils tueurs. Tout le village était là. Voisins, anciens collègues d'Ernest, même des gens que je connaissais à peine, mais qui voulaient être témoins de ce moment historique de justice. J'ai porté ma plus belle robe noire, la même que j'avais portée pour notre mariage il y a tant d'années, mais qui représentait maintenant le deuil et la dignité. Stéphane m'a accompagnée, assis à mes côtés tout au long du processus. Sa présence m'a donné la force d'affronter ce qui serait le jour le plus difficile de ma vie. Charles et Henri sont entrés dans la salle d'audience menottée.
Voir mes fils comme ça m'a brisé le cœur une fois de plus, mais je ne ressentais plus de pitié pour eux. Je ressentais seulement une profonde tristesse pour la mort morale qu'ils avaient choisie bien avant d'assassiner physiquement leur père. Le procureur a présenté l'affaire avec une précision dévastatrice. Un par un, les enregistrements ont été diffusés à la cour. Le silence était absolu chaque fois qu'on entendait les voix de Charles et Henri planifier froidement le meurtre d'Ernest. Quand le procureur a diffusé l'enregistrement où il prévoyait de me tuer aussi, plusieurs personnes dans le public ont haleté d'horreur. Une femme âgée s'est levée et a quitté la salle d'audience en pleurant. Je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était difficile de traiter une telle cruauté. « Mesdames et messieurs les jurés, » a dit le procureur lors de sa déclaration d'ouverture, « ce n'est pas une affaire ordinaire d'avidité familiale. C'est une affaire de préméditation froide et calculée où deux hommes ont décidé d'assassiner le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice, simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour payer leurs dettes de jeu et leurs prêts irresponsables. Les avocats de Charles et Henri ont essayé de présenter une défense basée sur des circonstances désespérées et des influences extérieures, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents bancaires ne mentaient pas. Les preuves médico-légales du méthanol dans le corps d'Ernest ne mentaient pas. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai marché jusqu'à la barre avec des jambes tremblantes, mais l'esprit clair. J'attendais ce moment depuis des mois. « Madame Harel, » m'a demandé le procureur, « pouvez-vous nous dire comment était votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari? » Je pensais avoir une bonne relation avec eux, ai-je répondu en regardant directement Charles et Henri. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père a travaillé du matin au soir pour leur donner le meilleur que nous pouvions. Je n'aurais jamais imaginé que cet amour et ce sacrifice deviendraient la raison de son meurtre. À un moment donné, avez-vous soupçonné qu'il pouvait faire du mal à votre mari? Non, c'est la partie la plus douloureuse de tout ça. Je leur faisais totalement confiance. Quand ils m'ont dit qu'Ernest avait eu un accident à son atelier, je les ai crus. Quand ils ont organisé les funérailles si rapidement, j'ai pensé qu'ils étaient efficaces dans leur chagrin. Je n'ai jamais imaginé qu'ils couvraient un meurtre. Charles a baissé la tête pendant mon témoignage. Henri m'a regardé avec défi, mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes, trop tard pour les regrets. Le moment le plus dramatique du procès est arrivé quand le procureur a décidé de diffuser l'enregistrement complet de la conversation où il planifiait mon propre meurtre. La voix de Charles a rempli la salle d'audience. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, on doit se débarrasser de maman aussi. On ne peut pas risquer qu'elle ait des soupçons. Un murmure d'horreur a parcouru le public. Plusieurs personnes se sont tournées pour me regarder avec des expressions d'incrédulité et de compassion. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez entendu cet enregistrement pour la première fois? M'a demandé le procureur. J'ai réalisé que j'avais perdu mes deux fils bien avant de perdre mon mari, ai-je répondu, la voix brisée mais ferme. Les bébés que j'avais allaités, les enfants que j'avais consolés dans leurs cauchemars, étaient morts et avaient été remplacés par deux étrangers capables de n'importe quelle cruauté pour de l'argent. La défense a essayé de me contre-interroger, suggérant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mes fils, que peut-être le chagrin m'avait fait exagérer les preuves, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Stéphane a également témoigné, expliquant en détail comment Ernest l'avait engagé parce qu'il avait peur de ses propres fils. Il a décrit chaque étape de l'enquête, chaque pièce à conviction collectée, chaque moment enregistré qui révélait la vérité. Le médecin légiste a présenté les résultats de l'exhumation, confirmant la présence létale de méthanol dans le corps d'Ernest. Il a expliqué comment ce poison agit lentement, causant exactement les symptômes que mon mari avait ressentis avant de mourir. Après 3 jours de témoignages dévastateurs, les plaidoiries finales sont arrivées. Le procureur a été écrasant. Charles et Henri ne sont pas des victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui voyaient leurs propres parents comme des obstacles financiers à éliminer. Ils ont planifié, exécuté et couvert le meurtre d'Ernest et prévoyaient de faire la même chose à Marguerite. Ils ne méritent pas la compassion. Ils méritent la justice. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, le silence dans la salle d'audience était absolu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur alors que le président lisait le verdict.
Dans l'affaire contre Charles Harel et Henri Harel sur le chef d'accusation d'assassinat d'Ernest Harel, la Cour déclare les accusés coupables. La salle d'audience a explosé en murmures et exclamations. Charles s'est effondré sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Henri est resté rigide, fixant droit devant lui sans expression. Sur le chef d'accusation de complot pour commettre un meurtre contre Marguerite Harel, la Cour déclare les accusés coupables. Le juge a immédiatement procédé à la sentence. Charles Harel et Henri Harel pour l'assassinat de votre père et le complot pour assassiner votre mère. Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti un poids gigantesque quitter mes épaules. Justice. Enfin, il y avait une justice pour Ernest. Après le procès, beaucoup de gens sont venus m'embrasser et exprimer leur soutien. Doris a pleuré avec moi, pas de tristesse, mais de soulagement. Marguerite, Ernest peut reposer en paix maintenant, m'a-t-elle chuchoté. Ce soir-là, je suis retournée chez moi, qui semblait maintenant différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était à nouveau mon foyer, l'endroit où Ernest et moi avions été heureux pendant 42 ans. Stéphane est venu me voir une semaine après le procès. « Comment vous sentez-vous » m'a-t-il demandé. « En paix », ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis la mort d'Ernest, je dors profondément. Je sais qu'il se repose parce que sa mort n'est pas restée impunie. Et l'argent, l'assurance, les économies. J'ai fait don de l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux, ai-je expliqué. Cet argent était taché de sang, je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles suffisent pour vivre modestement le reste de mes jours. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison. Elle venait de Charles. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je regrette tout. L'argent, les dettes, le désespoir. Ils nous ont aveuglés. Nous avons perdu toute humanité. Henri et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour de l'argent dont nous n'avons même pas pu profiter. Demain, je me suiciderai dans ma cellule. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait. Prends soin de toi, maman. Dis à papa que nous sommes désolés d'avoir été de si mauvais fils. Je ne suis pas arrivée à temps pour empêcher son suicide. » Charles a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Henri, en apprenant la mort de son frère, a fait une dépression nerveuse complète et a été transféré à l'hôpital psychiatrique pénitentiaire. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis paisiblement dans ma petite maison. J'ai converti l'atelier d'Ernest en jardin où je fais pousser des fleurs pour les apporter sur sa tombe chaque dimanche. Stéphane est devenu un ami proche, me rendant visite régulièrement pour s'assurer que je vais bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent, mais ces enfants sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Ernest a été ma vraie famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille, maintenant. La justice n'a pas ramené Ernest, mais elle m'a donné la paix. Et lors des nuits de calme, quand je m'assois sur le porche où nous buvions si souvent du café ensemble, je jure que je peux sentir sa présence, fière de moi pour avoir été assez forte pour faire ce qui était juste. Même quand cela signifiait perdre mes fils pour toujours. 5 ans ont passé depuis ce jour terrible au cimetière où j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux complètement blancs reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, me dit ma chère amie Doris, brillent d'une paix qu'ils n'avaient pas avant. La maison où Ernest et moi avons bâti nos rêves est toujours mon refuge. J'ai fait quelques améliorations avec l'argent que j'avais économisé. J'ai peint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée d'Ernest, et j'ai transformé son vieil atelier en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, tout comme il m'a appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Stéphane Caron est devenu plus que le simple enquêteur qui m'a aidé à obtenir justice. Il est devenu ma famille de cœur. Il vient me voir chaque mercredi après-midi et nous buvons du café sous le porche pendant qu'il me raconte des histoires sur ses autres affaires. Il me demande parfois si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils, s'il n'aurait pas mieux valu garder le secret et vivre avec le mensonge.
Jamais, répondis-je toujours. La vérité fait mal, mais les mensonges tuent l'âme. La fondation que j'ai créée avec l'argent de l'assurance vie est devenue quelque chose de plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. La fondation Ernest Harel pour les victimes de crimes familiaux aide maintenant des dizaines de familles chaque année qui ont traversé des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats et des détectives privés qui travaillent tous pour qu'aucune autre famille n'ait à souffrir en silence ce que j'ai souffert. Il y a 6 mois, une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Éléonore et elle soupçonnait son frère d'avoir assassiné sa mère pour l'héritage. Son histoire était douloureusement similaire à la mienne. Parents avides, pression pour vendre des propriétés, comportement étrange après la mort. La Fondation lui a fourni un détective privé, des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long du processus. Quand son frère a été condamné pour meurtre 3 mois plus tard, Éléonore est venue me serrer dans ses bras en pleurant. « Madame Harel, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer mon frère. Ce sont ces moments qui me rappellent pourquoi toute la douleur que j'ai traversée en valait la peine. Henri est toujours en vie, bien qu'il ne soit plus l'homme que je connaissais. Après le suicide de Charles, son esprit s'est complètement brisé. Les médecins disent qu'il vit dans un état constant de culpabilité et de paranoïa, croyant qu'Ernest vient de lui rendre visite chaque nuit pour le gronder du meurtre. Il a tenté de se suicider 3 fois, mais les gardiens de prison le gardent sous surveillance constante. Je reçois des lettres de lui occasionnellement. Elles sont incohérentes et pleines d'excuses désespérées et de demandes de pardon. Au début, je les lisais, cherchant une trace du fils que j'avais élevé avec tant d'amour. Mais j'ai réalisé ensuite que lire ces lettres ne faisait que rouvrir des blessures déjà cicatrisées. Maintenant, je les garde non ouvertes dans une boîte à chaussures. Peut-être qu'un jour je les lirai. Peut-être pas. J'ai le droit de protéger ma tranquillité d'esprit. Jasmine a disparu du village immédiatement après le procès. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait déménagé en ville et changé de nom. Je ne la blâme pas. Porter le nom de famille d'un meurtrier ne doit pas être facile. Parfois, je me demande si elle savait ce que Charles planifiait, si elle était une complice silencieuse du meurtre d'Ernest. Mais ces questions appartiennent au passé, et j'ai appris à vivre dans le présent. Le village de Saint-Clair n'oubliera jamais l'affaire. C'est devenu une légende locale, une histoire que les parents racontent à leurs enfants comme un avertissement sur l'avidité et la trahison. Certains me voient comme une héroïne, d'autres comme une femme cruelle qui a envoyé ses propres fils en prison. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je connais la vérité, et la vérité m'a donné la paix dont j'avais besoin. Ma santé reste étonnamment bonne pour mon âge. Le médecin dit que c'est parce que j'ai enfin pu me libérer du stress et de la tristesse que je portais. Le corps guérit quand le cœur trouve la paix, m'a-t-il expliqué lors de mon dernier contrôle. Les dimanches matins sont mes préférés. Je coupe des fleurs fraîches de mon jardin et je marche jusqu'au cimetière pour visiter la tombe d'Ernest. Sa pierre tombale porte maintenant une inscription que j'ai fait graver après le procès. Ernest Harel, mari bien-aimé, père trahi, homme d'honneur. Son amour était plus fort que sa mort. Je lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Je lui parle de la Fondation, des familles que nous avons aidées, des lettres de remerciement que je reçois de personnes qui ont trouvé justice grâce à notre histoire. Je jure que je peux sentir son approbation dans le vent qui fait bouger les feuilles des arbres voisins. Sais-tu ce qui est le plus étrange, mon amour? Ai-je dit lors de ma dernière visite. Je ne ressens plus de douleur quand je pense à Charles et Henri. Oh, je ne ressens que de la pitié. De la pitié parce qu'ils avaient tout l'amour du monde et ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils avaient l'opportunité d'être des hommes d'honneur comme toi et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, une journaliste de la ville est venue m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je voulais dire à d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. La famille n'est pas une excuse pour le crime, ai-je répondu. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites est le véritable amour. Si quelqu'un qui dit vous aimer est capable de vous faire du mal pour de l'argent ou par commodité, cette personne ne vous aime pas vraiment. Et il n'est jamais
Jamais trop tard pour chercher justice, peu importe qui est le coupable. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort d'Ernest, j'ai organisé une cérémonie spéciale en sa mémoire. Plus de 200 personnes sont venues, voisins, membres de la fondation, familles que nous avons aidées, autorités locales. C'était beau de voir comment sa mort, qui a commencé comme une tragédie, était devenue une force pour le bien dans tant de vies. Stéphane a fait un discours émouvant. Ernest Harel est mort à cause de l'avidité de ses fils. Mais son héritage vit dans chaque famille qui trouve justice grâce au courage de sa femme. Le mal a essayé de détruire son histoire, mais le bien l'a transformée en espoir pour les autres. La nuit, avant de dormir, je sors parfois les vieilles photos de quand Charles et Henri étaient enfants. Je les vois jouer dans le jardin, serrer leur père dans leurs bras, rire avec moi lors des Noëls passés. Je m'autorise à pleurer pour ces enfants innocents qui existaient autrefois avant que l'avidité ne les corrompe complètement. Mais je ne pleure plus pour les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin. Mon histoire a fini par être plus grande que ma tragédie personnelle. Elle est devenue un symbole que la justice est possible, même quand elle vient des sources les plus inattendues. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que les mensonges, que le véritable amour est plus fort que la trahison et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Demain, c'est mercredi, et Stéphane viendra pour le café comme toujours. Je ferai sa pâtisserie préférée et lui raconterai les lettres de remerciement arrivées cette semaine. Après, nous travaillerons ensemble au jardin, plantant de nouvelles fleurs pour le printemps. La vie continue, plus simple, mais plus authentique qu'avant. J'ai appris que la vraie famille n'est pas une question de sang partagé, mais de valeurs partagées, de respect mutuel et d'un amour qui ne se transforme jamais en mal. Ernest, où que tu sois, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse que je t'ai faite sur ta tombe ce jour terrible. J'ai trouvé la vérité. J'ai cherché la justice et j'ai transformé notre douleur en espoir pour les autres. Ta mort n'a pas été vaine, mon amour. Avez-vous aimé mon histoire? Et depuis quelle ville m'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement d'autres sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie.